Bonjour à toutes, voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Je vous rappelle, pour ceux qui nous regardent sur la vidéo, on est au SEM 19, aux 4 rue de Thionville. Venez nombreuses nous retrouver, Be'ezrat Hashem. Alors on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Korach. C'est marqué Vaikar Korach ben Itzar ben Kehat ben Lévi. Donc a pris Korach, qui était fils de Itzar, fils de Kehat et fils de Lévi. Bedatam Vaviram ben Eliav et En ben Pelet Nerouven. Et sur ce, la Torah nous dit qu'il a pris des gens avec lui, mais on nous cite que, en fait, il était fils de Korach. Korach était fils de Itzar, qui était lui-même fils de Kehat et fils de Lévi. Pourquoi nous parler des ascendants de Korach? Et on ne précise pas que c'était le fils de Yaakov Avinu. Rachid nous explique que Velo Iskir ben Yaakov. Pourquoi on n'a pas mentionné le nom de Yaakov dans la paracha, alors que Lévi est le fils de Yaakov? Si déjà on nous parle des ascendants de Korach, on aurait dû monter jusqu'à l'origine qui était Yaakov Avinu. Et là on ne nous parle pas de Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov bikesh rachamim anatzmo, parce que Yaakov a prié, a demandé à Hachem qu'on ne mentionne pas son nom. Chez lui, il n'a pas voulu qu'on rappelle son nom sur le conflit qu'il va y avoir, qu'on va remarquer entre Korach, les 250 chefs des tribunaux de l'époque, et Moshe Rabbeinu et Aaron. Pourquoi? Il n'a pas voulu qu'on mentionne son nom. Chez les mains, Bik Alam al-Tachet Kevodi. Bik Alam, dans leurs assemblées, en parlant de l'assemblée des 150 chefs des tribunaux, al-Tachet Kevodi, ne concentre pas mon honneur. Il n'a pas voulu qu'on parle de lui. Et c'est vrai que dans la paracha de Vayechi, parce que où est-ce que c'est cité ça? On est à la fin du Sefer Bereshit. Et à la fin du Sefer Bereshit, lorsque Yaakov il a rassemblé ses enfants pour leur annoncer la fin des temps, là-bas c'est marqué la chose suivante. C'est marqué comme ça. Il a dit, rassemblez-vous. Il a dit la chose suivante. Vaikra Yaakov el Banav. Donc on est dans le 49e chapitre de la paracha de Bereshit, du Sefer Bereshit, du livre de Bereshit. Et c'est marqué Vaikra Yaakov el Banav. Il a fait appeler Yaakov ses enfants. Vayomer et Asfou. Rassemblez-vous. Et je vais vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps. Et donc il espère que la Shekhina, oui, la présence divine qui lui donne cette information, lui permettra de la transmettre. Et lorsqu'il a vu que la Shekhina refusait, ouais, alors il a parlé d'autre chose. Mais il a dit la chose suivante, il a dit regroupez-vous. Il fallait absolument qu'on se rassemble, qu'on se regroupe, qu'on soit unis, en fait, pour entendre ce qui allait pouvoir nous arriver à la fin des temps. Écoutez Israël votre père. Et là, il va dire la chose suivante. Il va parler d'autre chose. Il va dire Shimon et Lévi Achim. Shimon et Lévi sont frères. Kli Hamas Michotem. Michotem sont des armes. Hamas, ça a été volé. Ce que vous avez fait, ce sont des armes que vous avez volées. On comprend pas ce que ça veut dire. Besadam al-Tavonavshi, dans leur secret, ne fait pas venir mon âme. Dans leur secret. Ubik Alam est dans leur assemblée. Al-Techet Kevodi. Al-Techet Kevodi ne concentre pas mon kavod, mon honneur. Kibeaba Apam, par leur colère, Argou, Ish. Donc on relève que la colère qui est manifestée par Shimon et Lévi, Argou, Ish, ils ont tué un homme. En fait, ils n'ont pas tué qu'un homme, ils ont tué toute la ville de Shren Ben Hamor, mais étaient comme un seul homme. Ou Birtsonam, et par leur volonté, ils ont déraciné un taureau. Le taureau, c'est Yosef. En fait, c'est eux qui étaient à l'origine de la condamnation à mort de Yosef. Lorsque Yosef est arrivé, il a dit tiens, le Balachalomot, là, le rêveur, il arrive, on va le tuer. Qui est-ce qui a pensé ça? Qui est-ce qui a décidé? C'était eux, c'était les deux frères. Donc tant qu'ils sont ensemble, c'est une catastrophe. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Arou Rapam, que soit maudite la colère. Il n'a pas maudit ses enfants, il a maudit la colère. Vous avez vu ce qui est marqué? On ne maudit pas les gens, on maudit la colère. Qui as, car elle est puissante. Vers Avaratam et leur courroux qui cachata comme il est dur. Achalkem be Yaakov, je les séparais de parmi Yaakov, Vafitsem Israël, je les éparpillerai en Israël. Mais Israël dans le peuple juif. Ça veut dire qu'il ne fallait pas les mettre ensemble. Ensemble, ça amène que des désastres. Mais là-bas, c'est marqué Bik Alam al-Tabonavshi. Alors Rachid expliquait Kishe Ikael Yaakov, Korach, Sheu Shifto Shel Levi, et Kol Aeda. Lorsque Korach il va vouloir rassembler toute l'assemblée des 250 chefs tribunaux, El Moshe Valaron contre Moshe Aaron, Al Techa Kevodi. Oui, Sham Al Yached Imaem Shemi. Là-bas, ne concentre pas mon nom.
Chez Nemar, Ben Korah, Ben Issar, Ben Kad, Ben Levi, Velo Nemar, Ben Yaakov. Donc on a dit que Korah était le fils de Yitzhak, qui était le fils de Kiat, qui était le fils de Lévi, mais c'est pas marqué Ben Yaakov. Aval, Bidivrayamim, Nitcharazu. Par contre, dans les Divrayamim, on a rappelé que Korah descendait de Yaakov, mais pas dans la Torah. Il voulait pas qu'on rappelle son nom. Il voulait pas qu'on puisse dire que ça venait de lui. En fait, c'est pas parce qu'il avait honte. Ouais, pas parce qu'il avait honte de son petit arrière-petit-fils. C'est pour vous expliquer que ce que tu vois là, tu vois la révolte, la révolte que fait Korah contre Moshe et Aaron, en prétextant que la matitna soit qu'est Hachem, pourquoi vous avez monté au-dessus d'Hachem, dans la Kihila d'Hachem, la communauté d'Hachem. Nous aussi, on est des Kdoshim, nous aussi, Hachem, il réside parmi nous. Ouais. Pourquoi vous êtes-vous monté contre... Vous avez vu les postes les plus hauts, les plus importants, et nous, qu'est-ce qu'on est là-dedans? On n'est rien. En fait, ils avaient des ambitions, mais mal placées. Parce que de se rebeller contre Moshe Rabbeinu prétextant que parce qu'ils n'ont pas eu ces postes, alors Moshe a inventé la Torah, etc., ça allait trop loin. Et donc il a dit Hachem, Yaakov, il dit je ne veux pas me rassembler. Mais pourquoi il ne voulait pas? Parce que pour expliquer que la violence de Korah, elle ne vient pas de Yaakov. Elle vient de Lévi et Shimon. Lévi, qui a engendré Kéhat, qui a engendré Yitzhar, qui a engendré Korah, en fait ça venait de lui. Ça veut dire que ce défaut humain qui s'appelle être violent, ça a été volé. Volé de qui? Volé de Esav. En fait, lorsque vous avez, soi-disant, parce que vous savez que Shrem ben Hamor, il s'est amouraché de Dina. Bon, son père vient voir Yaakov disant écoutez, voilà, mon fils, il veut absolument épouser votre fille, et puis c'est pas seulement ça, vous allez vous installer dans notre pays, vous allez fructifier des biens là-bas, on va se marier entre nous, vos filles et nos garçons ensemble. Et voilà ce qu'il est en train de dire à Yaakov. Et tout à coup, s'intercalent Shimon et Lévi. Ils vont dire pardon, qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, on voudrait que voilà, mon fils il se marie avec votre sœur et que voilà, vous puissiez vous installer là. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez que chez nous, on ne peut pas se marier des incirconcis, il faut absolument faire la circoncision, la brit mila. Il a dit oui, il n'y a pas de problème, on la fera et tout. Donc ils ont fait la brit mila. Et au bout de 3 jours, ils étaient carrément handicapés, ils ne pouvaient plus bouger. Ils sont rentrés Shimon et Lévi avec des armes, donc des sabres. Et ils ont massacré la ville. Et ils ont pris leur sœur, ils sont partis avec. Et là, Yaakov, il s'est mis en colère contre eux. Il dit mais qu'est-ce que vous avez été faire de tuer les gens? C'est pas la manière dont on fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Et vous allez mettre tous les pieds autour de Shrem ben Hamor contre nous. Voilà, vous avez créé la violence, c'est pas bon. Il dit Kli Hamas Michotehem, ces armes, en fait, elles ont été volées. Volées de qui? De la bracha qu'a fait Yitzhak à Esav. Vous avez vu que quand Yaakov il a récupéré, il avait racheté à Bechora le droit d'aînesse de Esav et qu'il a après récupéré sa bracha, la bénédiction qu'il avait reçue de son père Yitzhak. À ce moment-là, alors que la bracha était réservée à Esav au départ, mais il s'était trompé. Yitzhak s'était trompé, donc il a finalement béni celui qui avait les capacités à réceptionner cette bracha, cette bénédiction. Et là, tout à coup, il va inventer une nouvelle bracha qui n'était pas prévue. La bracha qu'il va donner à Esav. Quelle bracha il a donné à Esav? Il a dit Kitarid, lorsque tu seras, quand tu seras en souffrance. Quelle souffrance? De voir que les Bnei Israël ils font des avérotes. Les Bnei Israël font des fautes. Là, tu auras un prétexte. Parce que pourquoi tu as été privé de la bracha, de la bénédiction? Parce que tu es soi-disant rachat. Tu es rachat. Par contre, ton frère, c'est un tzaddik. Hein. Ah oui, donc lui a reçu la bracha, la bénédiction. Mais là, tu verras que finalement, ils font des avérotes. Donc je vois pas pourquoi ils auraient plus reçu que moi. Tu as un prétexte. Alors tu prends ton sabre, Becher Becha Tirhié. Tu prendras ce sabre et tu frapperas dessus. Tu taperas. Voilà ce que lui a promis Yitzhak. Ça veut dire que toute la violence extérieure qui a attrait à l'antisémitisme, en fait, n'est que la bracha qu'Yitzhak a faite à Esav pour manifester un mécontentement de ne pas avoir reçu la bracha. Est-ce que c'est clair et net? Flûte alors. Maintenant, donc il a reçu la bracha. Cette bracha, c'est la violence. Ça, c'est Esav. Ça, vous l'avez volé d'Esav. Vous avez pris les sabres, vous avez pris les armes, vous avez tué, vous avez... Ça, c'est pas chez nous, ça, c'est pas... Et donc, il dit, je ne peux pas être associé à ça. Ça veut dire que ces mauvaises midotes, elles ne dépendent pas de moi. Elle n'est que le corollaire de ce que a engendré Lévi, la violence. Vous avez vu? Au départ, elle est physique, et elle devient religieuse. C'est incroyable, parce que quel rapport entre le fait qu'ils aient soi-disant prétexté que ça se faisait pas ce qu'ils ont fait, que quoi, notre sœur c'est une femme des rues, et donc ils ont carrément tué ces gens-là. Dans la lacha, on peut comprendre qu'un ben noach, l'adultère ça condamne à mort,
Et les gens qui étaient dans la ville, qui n'ont pas jugé ce prince en le jugeant, le condamnant parce qu'il avait fait un acte adultère, aussi étaient condamnés. Vous savez que dans les 7 lois noachiques, il y a, parmi ces lois, il y a l'adultère interdit, et également qu'il faut installer des tribunaux, des dynimes, c'est-à-dire des tribunaux. Et ça, ça n'a pas été fait. C'est aussi une des condamnations. C'est pour ça qu'il a aussi été condamné. C'est la manière. On tue pas les gens comme ça, comme des sauvages. Vous avez compris? C'est ça qu'il a prétexté. Cet acte sauvage, en fait, il a engendré de la colère. Vous avez vu la colère? Ben, cet acte-là, en fait, ça engendre des midotes. Ça veut dire qu'on apprend ici une chose très importante. C'est que quand on a des défauts, nous on croit que c'est des problèmes personnels. Hein, on dit voilà, on est coléreuse, on est spontané, on réfléchit pas des fois, ou des fois on est jalouse, on est rancunière, on est susceptible, on est bababa. On dit que c'est un problème personnel. Donc je fais des choix, ok, bon, c'est personnel. En fait, c'est pas personnel. Parce que sachez que ce que vous êtes, vous le transmettez, vous le faites hériter à vos enfants. Vos enfants hériteront de ce que vous êtes. C'est ça qui est marqué. Il y a marqué Korah, Ben Mitzar, Ben Kael, Ben Lévi. Pourquoi c'est marqué? D'où il vient? Qu'est-ce que j'ai à savoir? À chaque fois qu'on parle de un personnage dans la Torah, on nous parle de son grand-père et un grand-père. Non! C'est pour nous dire que ce que tu vois là, c'était déjà là-bas. Ça veut dire qu'on fait hériter à nos enfants les bonnes et les mauvaises midotes. Maintenant, comment vous allez savoir que c'est un héritage et que c'est pas vous? Ben, si ce que vous êtes n'est pas issu de ce que vous faites, j'ai rien fait pour être comme ça. Moi, il y a des gens qui ont des qualités humaines, ils ont beaucoup de, je sais pas moi, ils ont beaucoup d'empathie. Il y a des gens qui adorent faire le shalom, il y a des gens qui adorent recevoir. J'ai rien fait pour ça. Hein, vous savez, j'ai rien fait. Autant que rancunière ou nerveuse ou je sais pas quoi. Ouais, des défauts. En fait, on n'a rien fait pour ça. En fait, on dit voilà, ben, c'est la nature, c'est comme ça. En fait, c'est pas la nature, c'est l'héritage. Ça veut dire qu'on a hérité de nos enfants, de nos parents, de nos grands-parents. Si on a des gens qui ont ils ont l'amour de la Torah, ils ont, je sais pas, ça peut pas s'expliquer ça. Ben, c'est l'héritage. Ça veut dire que derrière il y a des grands-parents ou des parents qui ont fait Messirut Nefesh dans la Torah. Et ben cet engagement très profond, il a engendré chez eux que leurs enfants ils auront ce mérite. Vous voyez, par exemple, vous voyez que on a choisi Betzalel pour construire le Mishkan. Betzalel c'est un enfant de 8 ans. Et quand Hachem il a dit à Moshe, bah, prends Betzalel. Il a dit, mais je ne vais pas présenter un enfant comme ça pour construire le Mishkan, il est fort du Gann. Vous avez compris? Donc, il avait peur, il avait honte. Il a dit, mais non, mais prends-le lui. Pourquoi? Parce que Betzalel ben Uri ben Hur. Betzalel était le fils de Uri, qui était le fils de Hur. C'est qui Hur? Hur, c'était le fils de Myriam. Et vous savez pertinemment que quand on a fait le Vaudor, ouais, ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen. Ils ont voulu tuer Aaron, il avait peur qu'il tue Aaron à Cohen. Mais, comment il s'appelle? Mais Hur, il s'est opposé. Et donc, il a donné sa vie pour empêcher le Vaudor. Et ils l'ont tué, le fils de Myriam. Ils l'ont tué, le fils de Myriam. Il a donné sa vie pour la Kedusha, pour éviter la Vera. Alors, son petit-fils, il va construire le Mishkan, qui fera résider la Shérina en Israël. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de très très puissant, en fait, ou des propositions qu'on nous fait, ouais, des fois c'est très dur, il faut se battre. Mais sachez que c'est une opportunité pour devenir quelqu'un d'autre. Mais ça ne va pas seulement vous servir à vous, Be'ezrat Hashem. Ça va vous servir à vos enfants, vos petits-enfants. Oui. Ça veut dire que quand on se dépasse dans la vie, ouais, ou quand on fait teshuva, on croit que c'est un problème personnel. On arrive à Kippour faire teshuva. Non, c'est pas personnel. C'est pas simplement personnel. C'est savoir que, Chas Shalom, si je ne corrige pas ce que je suis, je vais le transmettre. Soit c'est génétique, soit dans mon comportement, dans ma façon d'être. Ça va se transmettre, ça va se voir. Vous avez vu, on est des exemples. Et donc, si on n'a pas les méthodes adéquates, il y a des gens qui disent jamais merci, ben les enfants, ils disent jamais merci. Je dis, oui, parce qu'on ne montre pas. Ouais, donc les enfants, ils n'ont jamais vu. Mais c'est pas génétique, c'est des défauts qu'on peut avoir qui se voient, bah, soit parce qu'on ne réagit pas, soit parce qu'on réagit mal, ou bien des bonnes midotes, ouais, parce qu'on a vu papa comment il reçoit maman, comment elle prépare à manger, comme c'est bon. À chaque fois quelqu'un qui est embarrassé, ben, il est là pour lui rendre service, ou pour l'inviter Shabbat, ou pour lui dire écoute c'est pas grave, cette semaine tu dormiras chez moi, je sais pas, on a vu ça à la maison, on dit waouh, c'était tellement beau à voir qu'on a envie de ressembler à ça. Vous avez compris? Mais ce sont des midotes qu'on transmet. Voilà, c'est pareil. Ça veut dire qu'on voit que les choses, tant qu'elles ne sont pas solutionnées, elles se transmettent de génération en génération. C'est ça qui est marqué. C'est pour ça qu'on nous parle, en fait, de l'origine de l'attitude de Korach. Que la violence exprimée par Korach, qui est une violence religieuse, oui, en fait, elle vient
Lui, il voulait bien faire, vous avez compris, il a dit, mais moi, il a pensé logiquement qu'il était censé être le chef de la tribu des Lévis, c'était logique pour lui, et donc il a pensé que ce poste lui revenait. Et quand il a vu que Moshe ne l'a pas donné à Korach, mais qu'il a donné à son petit cousin, qui était Elissavan Ben Uziel, il a marqué Nitkana, il est devenu jaloux. La haine, la jalousie. Il a dit, mais c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas, mais c'est moi qui devais. Pourquoi c'était lui? Logiquement pour lui. Rachid expliquait, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, voilà, il a dit, mon arrière-grand-père, il s'appelait Kehat. Ouais, qui était le fils de Lévi. Et donc les Lévim, ils se sont divisés en 4 enfants. Il y avait Amram, il y avait Itzhar, il y avait Hebron et Uziel. Ils étaient 4 enfants. Mon grand-père, il avait 4 enfants. Mon arrière-grand-père avait 4 enfants. Il dit, ben, c'était logique que Amram, qui était l'aîné de Kehat, il a eu 2 enfants. Il a eu Aaron, aîné et Moshe Rabbeinu. C'était normal que Aaron HaKohen soit Kohen Gadol et que son frère Moshe soit le roi d'Israël, Melech Israël. C'était logique. Mais c'est qui le deuxième enfant de Kehat? C'était Itzhar. Et Itzhar, c'est mon père. Donc j'attendais ce que Moshe il me nomme chef de la tribu des Lévis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a nommé Elitsavan Ben Uziel. Il a nommé le dernier enfant de Kehat, qui a eu un enfant qui s'appelle Elitsavan, c'est lui qui a été nommé chef des tribus. Il dit, c'est pas normal. Et ça, il s'est vexé. Et cette vexation était tellement puissante, oui, tellement il était puissamment dérangé, qu'il a dit, mais je ne vais pas lui demander d'être un chef de Lévi, moi, je vais lui demander d'être Kohen Gadol. C'est Korach. Korach qui parle, ouais, Korach. Vous avez compris? Ça veut dire que regardez comment la jalousie, la frustration, ça peut amener à des catastrophes. Voilà. Jusqu'à penser que Moshe il a tout inventé. Vous avez compris? On perd la tête. Ça veut dire que quand on cherche du kavod, on cherche les honneurs, on a des ambitions débordantes, et on veut absolument atteindre ses ambitions personnelles, regardez jusqu'où ça peut aller. Exactement pareil, la violence est exprimée par Shimon et Lévi. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont dit, mais attendez, notre sœur, pour qui ils l'ont pris comme notre sœur, ça va pas, ce qu'il a fait Shren Ben Hamor là. Ouais, on va les condamner. Mais non, dans l'énervement, dans la colère, dans le courroux, ils ont massacré la ville. Mais dans cette violence-là, le courroux, ça veut dire ne pas se maîtriser. On ne se maîtrise pas. Soit parce qu'on est jaloux, soit parce qu'on cherche du kavod, soit parce qu'on cherche les plaisirs. Motsi meta adamina olam, c'est marqué que ça sort l'homme du monde. Ça veut dire qu'on n'est plus maître de la situation. On a du mal à maîtriser lorsque les ambitions ou le plaisir ou bien les honneurs qui sont très spirituels, elles ne sont pas assouvies ou bien frustrées. Et cette frustration peut amener à une marloquette, c'est-à-dire je défends mes intérêts. C'est ça la marloquette. Le conflit qu'on peut avoir, c'est de défendre un intérêt personnel. Je défends mes intérêts personnels. C'est pour ça que dans les Perkavot, c'est marqué, il y a 2 références. La référence du marloquette, un conflit des Shem Shamaim. On peut se disputer, mais les Shem Shamaim, quand est-ce qu'on se dispute les Shem Shamaim? Ben, quand on discute d'une idée, je sais pas moi, l'Agma dans Kiddushin, elle dit, d'Aflamed Aleph, elle dit là-bas, que 2 Talmidei Chachamim, 2 personnes érudits dans la Torah qui discutent d'un sujet de la Torah. Ils sont sonim zehetze. Ça veut dire qu'ils se haïssent, dans le sens où chacun veut défendre son explication. Il ne refuse d'entendre l'autre, mais dans le sens où je défends ce que je pense. Donc comment ça se passe? Ben, on discute. Mais on n'a pas un problème humain en fait. On a un problème d'idée. Par exemple, je sais pas moi, on discute d'un sujet, je dis bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Je dis bah je pense comme ça. Je dis mais tu dis n'importe quoi. C'est pas ça qui est marqué. Je dis attends, si tu parles comme ça, on discute plus, hein, je ne parle plus avec toi. En fait, on a un problème humain. Mais c'est pas ça, on aurait dû discuter de l'idée. Ça veut dire que je suis pas d'accord avec toi, et tout à coup tu t'es vexé parce que je suis pas d'accord avec toi. C'est une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim. Ça veut dire qu'on est en conflit d'idées, mais c'est pas un conflit d'idées, c'est un conflit humain. Ah, de comment tu me parles, comment tu trucs, et tu me dis que tu n'es pas d'accord avec moi, mais pour qui tu t'es pris, pour que tu es machin, et je me vexe et je suis susceptible. Non, donc c'est-à-dire qu'il faut sortir de ça. L'intérêt, c'est pas ce que tu es, c'est ce que tu penses. Donc quand je t'ai dit je suis pas d'accord, c'est pas de toi dont je parle de ce que tu penses. Et toi tu t'es pris, et tu vois, tu as cru que je parlais de toi. Je suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire tu m'as vexé. Mais je n'ai pas vexé, je parle pas de toi, je te parle de ce que tu penses. Quand je dis tu t'es trompé, pour moi, c'est pas, je parle pas de ta personne, je parle de ta pensée. Donc si tu changes la pensée, tu changes la personne. Je n'ai pas parlé de toi.
Et lui, il a cru que je parlais de lui. C'est pareil. Quand, le problème, c'est que ça s'appelle une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaïm. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'idée de savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Mais est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Vous avez compris? Mais on ne parle pas des personnes. Et la marloquette Shem Shamaïm, c'est celle de Korach et Moshe Rabbeinu. Les Shem Shamaïm, il est les Shamaï. Ça veut dire que l'intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qu'est la vérité. Donc on va discuter d'une idée. Alors tu vas me poser une question, je réponds, et je te donne des réponses, ma réponse ne te contente pas, tu me poses une question, et c'est vrai que, etc. On va affiner un petit peu. Donc au départ, on est parti d'une matière qui était brute. Voilà, l'idée elle est brute. Et au final, on va trouver à la fin un bijou. Et la Gemara dit qu'au départ, ils sont sonim zed. Ça veut dire qu'il va y avoir une discussion virulente. Mais au final, loyatsu misham, ils ne sortiront de cette discussion achiyu oavim zedze. Et jusqu'à ce qu'ils s'aiment les uns les autres, parce que grâce à toi, on a discuté, on a évolué notre raisonnement, on l'a raffiné, etc. Donc on a un vrai bijou à la fin, vous avez compris? Voilà, c'est comme une pierre précieuse qu'on a taillée, et là on a un vrai bijou. C'est pareil. Donc maintenant, je te dis merci, je t'aime parce que grâce à ta question, j'ai réfléchi, et finalement j'ai élevé mon niveau de compréhension, et grâce à ma réponse, et toi aussi tu as pensé à autre chose, etc. On a gagné tous les deux. Ça s'appelle une marloquette, les Shem Shamaïm. C'est pas un conflit humain, c'est un conflit d'idées. Voilà, un conflit d'idées. La problématique de Korach avec Moshe, c'est pas un conflit d'idées, c'est un conflit humain. Ah, tu m'as pas donné ce poste, tu vois ce que je vais te faire. Attention, tu vas voir mieux. Ouais, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est pour ça qu'il faut pas être susceptible. Il faut pas avoir des méthodes qui nous emprisonnent. Il faut avoir de l'ambition, c'est sûr, mais il faut pas être tributaire de ça. C'est-à-dire que coûte que coûte, il faut que j'arrive. Non. Tu as l'ambition, tant mieux. Tu arriveras toujours plus haut avec tes ambitions que si tu n'en as pas. Mais il ne faut pas en être tributaire. Ça veut dire que, et si on me met des bâtons dans les roues, je massacre tout ce qui bouge. Vous avez compris? Non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est ça. Ouais, on n'est pas dans... Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils vivent comme ça. En entreprise, c'est comme ça. Ils ont grandi en poste parce qu'ils ont fait du lachonara sur l'un, sur l'autre, etc. Puis ils s'est retrouvé tout seul. Baruch Hashem, j'ai une très bonne parnassa, mais bon, j'ai massacré toute la société pour y arriver. Non, c'est pas la manière de faire. Ça qui dit, votre attitude, elle est dangereuse. Vous avez utilisé des armes. Les armes pour faire la justice, ça c'est pas la manière dont on a de faire. Nous, on est plus dans la parole. Vous avez vu que quand Yaakov il voyait ça va arriver, ouais, c'est marqué qu'il s'est préparé à 3 choses. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 3. Premièrement, la tfila, il a prié Dieu. Hachem, il a prié Hachem. Il a fait des cadeaux. Il a envoyé des biens, des animaux. Et aussi, la milchama. C'est quoi la milchama? La guerre. Alors moi j'ai cru qu'il avait fait la guerre, quoi. Ils étaient armés, des tanks et des... Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit on va couper le camp en 2. Si Esav attaque un camp, au moins l'autre se sauvera et pourra subsister de cette manière. Il n'a jamais fait la guerre. Il a sauvé ce qu'il pouvait. On ne fait pas la guerre. C'est-à-dire que lui, il partait du principe, pourquoi on ne fait pas la guerre? Parce que ça veut dire qu'on ne fait pas la guerre contre Esav, on fait la guerre contre Hachem. Parce que qui c'est qui a envoyé ça? Alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut que je le tue? Non. Il voudrait que je comprenne que si on en veut à ma vie, c'est que j'ai pas beaucoup de vie. De vie. Ça veut dire que si on envoie Esav chez Yaakov, le message, c'est pas dire défends-toi de Esav. Non, Esav c'est un courrier. C'est une lettre reçue, voilà, Yaakov, tu peux faire ton testament. Maintenant, la bêtise de croire qu'il faut déchirer l'enveloppe. Et il faut déchirer la lettre. Si j'ai reçu une mauvaise nouvelle, je déchire la lettre. Mais tu déchires la lettre, ça va rien changer. Le problème, il n'est pas dans le courrier, il est dans la personne. Donc il est en train de se dire, je ne vais pas tuer ça n'a aucun sens. C'est ça, j'ai peur de tuer, ça veut dire j'ai peur de croire que le problème vient des autres. Non, ça n'est qu'un reflet de ce que je suis. Hachem, il lui a téléphoné en lui disant, il y a un problème, ta vie est remise en cause. Et donc il est en train de réfléchir et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet toute ma vie en cause? C'est ça le problème. En attendant, je sauve ce que je peux. En attendant, j'envoie des cadeaux. En attendant, je fais la tfila. En attendant, vous avez compris? Mais c'est qu'en attendant, on ne fait pas la guerre. Ce que nous apprend la Torah, et Yaakov en particulier, c'est que tu dois réfléchir à ce qui t'arrive. Vous avez compris? Et pas de croire que tu vas faire la guerre contre les éléments qui sont face à toi. L'antisémitisme, c'est pareil. Nous, on dit, il y a des antisémites, machin. Mais l'antisémitisme, c'est un reflet d'un judaïsme mal pratiqué. Parce que c'est complètement incohérent.
Vous avez compris, il n'y a aucune logique dans l'antisémitisme. Quelle logique? Ah, on a plus d'argent que les autres, ah, on est plus riches que les Américains ou les Russes ou les Chinois, j'en sais rien. Ça ne se justifie pas, vous avez compris? En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est ce qu'il y a à Yaakov, c'est ce que Yitzhak il a dit à Esav. Si tu vois que les Israël, ils font pas des mitzvot et la Torah, alors tu prends ton sabre, exprime ton mécontentement. Tu as un prétexte, ça va? Ça veut dire quoi le prétexte? Il dit, mais pourquoi tu leur as donné à eux la Torah? Mais nous, on aurait dû recevoir la Torah. C'est qui les aînés? Ben c'est nous, c'est Esav et Ishmaël, c'est nous qui devons recevoir la Torah. Ah, ils ont soi-disant dit qu'ils t'ont fait croire que oui, on va accepter la Torah, mais c'est pas possible de ne pas tuer, de ne pas voler, vous avez compris? Donc lui, ils ont peut-être pensé honnêtement que la Torah ne nous revenait pas, on a menti, on a fait croire, alors qu'en fait c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on descend d'Abraham, on descend d'Yitzhak, on descend de Yaakov, et on est passé par les Mitzrayim, on est passé par tout ce travail personnel qu'on a dû faire. Il y a eu un vrai travail de fond qui a été fait sur nous. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on a des midot tovot. La Gemara dit dans Yevamot qu'on a 3 signes distinctifs chez les Juifs. Il y a 3 signes qui nous distinguent des autres nations. On est Rachmanim, on a pitié. On est Baïchanim, on a honte. Et on est Gomlech Hasadim, on fait du bien autour de soi. Si quelqu'un n'a pas ces qualités-là, il faut réfléchir. Comme ça dit le Rambam, Maïmonide. Si on n'a pas ces qualités, ça veut dire peut-être qu'il y a eu des mélanges. Peut-être qu'il y a eu, je sais pas moi, des mariages mixtes ou des je sais pas quoi, qui a fait que des midot sont rentrés. Ouais, elles nous ont fait irriter de ce que nous ne sommes pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Il faut faire attention à tout ça. Donc, respecter le judaïsme, respecter les mœurs, respecter tout ça, c'est pas personnel. Vous voyez, aujourd'hui, on est entre 60 et 80% de mariage mixte en France. Je sais pas si vous vous rendez compte de la catastrophe. Entre 60 et 80, ouais. Bah oui. Il y a combien de juifs en France? Combien de juifs en France? Combien de juifs en France? Un peu moins, ouais, un peu moins. On va dire, de juifs? On est 450 000. 10 millions, c'est ce que Chirac il a cru, mais on n'est pas 10 millions. Non. Non, 10 millions, c'est énorme. Mais on est 450 000. Bon, est-ce que vous croyez, combien vous mettez de personnes par synagogue? En moyenne, quoi? Une centaine. Donc 450 000, ça veut dire qu'il y aurait 4500 synagogues. Et il y a 4500 synagogues? 4500? Non. Il y a combien? Même à Kippour. Même à Kippour, pour les synagogues. Hein? En moyenne? Ouais, ça veut dire c'est 10%, même pas 10%. Ça veut dire qu'il y a 85% de gens qui ne vont pas à la synagogue. Et qui sont juifs et juifs, vous avez compris? Mais pourquoi ils n'y vont pas? Bah parce que pas concernés, parce que... Donc il y a un vrai travail de... Mais oui, mais c'est comme ça malheureusement que ça se perd. Soit ça se perd, soit les gens sont juifs, mais ils peuvent avoir les défauts de ceux qui les ont engendrés. C'est ça que je vous explique. C'est ça que le Rambam explique. Si on n'a pas... Vous savez, le Gaon de Vina, il dit le Gaon de Vina, il dit l'épreuve la plus compliquée pour Esther Amalka, l'épreuve la plus compliquée pour elle, ça a été quand il lui a dit à Achashverosh, Mi-ouzé ve'ezeu. Mais qui est-il cet homme qui veut vous détruire? Et elle a dit Aman. Et là, Aman, il est tombé à ses pieds en se lamentant, en disant non, ne me tuez pas. Et là, la chose la plus compliquée pour une femme juive, c'est de ne pas avoir pitié à ce moment-là. En disant allez, c'est pas grave, le pauvre. Vous avez compris, tellement la Rachmanout est puissante qu'on aurait pu à ce moment-là imaginer qu'elle aurait pu dire bon, allez, c'est pas grave et tout. Et non, il fallait qu'elle résiste à sa Rachmanout, à sa pitié, vous avez compris, à la miséricorde, tellement c'est fort. Voilà, ça c'était l'épreuve, comme ça dit le Gaon de Vilna, c'était l'épreuve d'Esther Amalka. Parce qu'on a ces qualités humaines, mais des fois il faut savoir les utiliser, des fois il faut savoir se retenir, vous avez compris ce que je veux dire, c'est extraordinaire. C'est comme il y a des parents, ouais, ils ont des enfants qui ont eu des mauvaises notes à l'école. Bon, il a eu 0 en maths. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper la moyenne? Le prochain exercice, c'est qui va faire l'exercice? C'est maman, comme ça il aura 20 sur 20 et puis bon ça va réclasse. Ben, c'est comme ça évidemment qu'on récupère les moyennes. La Gemara dit que Mishen Bodaat, quelqu'un qui n'est pas intelligent, assour les rachem alav. Assour les rachem alav, c'est interdit d'avoir pitié de lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça ne rend pas service. Ben, parce que ça ne rend pas service. Parce que tu dis bon ben il a rattrapé sa moyenne, mais il est nul. Donc l'intérêt, c'est pas la note, l'intérêt, c'est les compétences. Donc tu vas lui dire, bah écoute mon chéri, si tu as eu 0, c'est un problème, tu as eu 2 sur 20, c'est pas bon. On va essayer de réfléchir, pourquoi tu n'as pas eu 20 sur 20? Pourquoi tu n'as pas eu une meilleure note que ça? Alors, entre nous, est-ce que tu as révisé? Non. Est-ce que tu t'amuses en classe? Non. Est-ce que tu crois que le prof, c'est un type sur qui on jonge des craies?
Hein, moi j'ai des clés. Est-ce que tu crois que l'école c'est on fait le clown, machin, ou alors peut-être où t'as pas compris, t'as eu honte de demander, etc., etc. Donc ça explique ta note en fait. Alors on va faire un travail, voilà, d'exigence, c'est-à-dire que de rigueur, d'essayer de comprendre. Si t'as pas compris, j'ai pas forcément les compétences, mais on va trouver quelqu'un qui va t'expliquer. On va faire des cours particuliers, on va te donner envie d'être à l'école, de donner envie de la matière, d'aimer la matière, d'aimer tout ça, et tu verras que ta note va augmenter. Donc on n'essaie pas de tricher, on essaye de comprendre et de combler les carences. C'est ça qu'on essaie de faire. Et c'est comme ça qu'on agit. Et donc on n'a pas Rahmanout en disant ce qui compte c'est la note, et qu'est-ce qui va apporter la preuve de lui. Et ben chacun, bien compris, un type qui passe de 0 à 20, il y a des petits problèmes. Et donc ça veut dire que c'est sûr, et puis l'écriture, c'est bizarre, c'est pas celle de son fils, c'est celle de sa mère. Et donc il y a des problèmes. Mais c'est pour ça que je vous explique, il ne faut pas avoir de Rahmanout. Il ne faut pas avoir de pitié. Tu dis, mais le pauvre, hein, et on couvre nos enfants, et nanana. En fait, on est d'handicap plus qu'autre chose, parce qu'on fait une chose où il y a des parents, ils couvrent leurs gosses. Ne fais pas ça, ne bouge pas, ne touche pas, ne fais pas ça, je vais faire moi-même, laisse-moi faire, laisse-moi. Ou alors on les protège trop. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si que Ras Shalom, hein, on mettait nos enfants sur une chaise roulante et on les déplaçait où ils devaient aller, qu'est-ce qu'ils devaient faire et tout ça. Après, à l'âge de mariage, il dit, allez, lève-toi. Pardon? Lève-toi, mais fais, allez, vas-y, mais je t'ai tout appris, je t'ai tout dit, je t'ai tout fait. Mais j'ai compris, mais j'ai jamais eu l'expérience de quoi que ce soit. En fait, on handicape nos enfants. Et nous, on croit qu'on leur rend service. Parce que le pauvre, comment il va faire? Hein? Bon. Alors, on n'a pas confiance en lui, on lui montre qu'il vaut rien. En fait, on ne se rend même pas compte qu'en faisant pour lui, on lui montre qu'il vaut rien. On lui montre qu'il n'est pas capable. Parce que, indirectement, qu'est-ce que vous croyez qu'il pense? C'est ça. Et donc, il faut faire attention. Hein? Comment? Ben oui, parce que si vous faites pour lui, tu dis non, ne fais pas toi, ne fais pas toi. Mais laisse-moi, ne fais pas. J'ai dit ne fais pas, touche pas, laisse-moi faire. Même la vaisselle. Vous avez vu comment la vaisselle tu la laves? Shalom. Tu as des maladies. Et donc c'est pareil, il y a des gens qui n'arrivent pas à déléguer, il y a des gens qui n'ont pas confiance. Et on croit qu'on fait bien, en fait on fait mal. Parce que on enlève des. Il faut laisser faire. Bouygues. Il faut laisser faire. Hein? Comment? Jusqu'à ce qu'ils apprennent, exactement. C'est faux. Hein? Et même s'il s'est trompé, eh ben, il apprend de ses erreurs. C'est pas grave. Tant que c'est pas dangereux, il faut laisser faire. Tant que c'est pas dangereux, ouais, il faut laisser les expériences. Il faut laisser les expériences permettre à la personne de tirer, d'avoir le courage de ses opinions, d'avoir su choisir. Quand il a réussi, il sera fier de lui, et s'il a raté, il apprendra de ses erreurs. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et pas de faire à la place des gens, et puis quand à un moment donné, parce que je vous explique, il y a des périodes dans la vie qui sont des périodes d'adolescence. Il faut aussi comprendre, c'est dur à vivre, hein, parce que c'est des enfants qui se rebellent, entre 14 et 18 ans, c'est la guerre. Ouais. Très dur. Pourquoi c'est dur? Oui. Parce que, hein, voilà, après la bar mitzvah, méconnaissable, le petit bar mitzvah avec les petites filines et le petit chapeau, tout à coup c'est la guerre à la maison, laisse-moi tranquille, de quoi je me mêle. Il faut comprendre. Voilà, je fais ce que je veux, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un défaut, c'est un défaut qu'il a, ou c'est un avantage? C'est un avantage parce qu'il construit sa personnalité. Exactement. Il ne faut pas le voir comme une vexation. Dis comment tu me parles, et comme ça tu parles à ta mère, et je lui mets des claques, et je lui mets des machins, il rentre dans ta chambre, tu ne respectes pas tes parents, c'est comme ça. En fait, la rébellion, c'est une manière de dire, bon, autrement dit, mais lui, je ne sais même pas s'il le sait, mais c'est d'expliquer que laisse-moi exister. Voilà, tu m'as donné, tu m'as comblé, tu m'as gavé, maintenant je suis content, maintenant laisse-moi décider. Il y a des parents qui, au lieu de dire, ah ben, colle à cavode, eh ben écoute, c'est pas une rébellion en fait, c'est une manière d'exprimer son indépendance, de s'affirmer. Et donc je dis, ben écoute, eh ben je suis fier de toi. Seulement, hein, si je pouvais simplement t'accompagner dans tes choix. Je t'accompagne, je ne déciderai jamais pour toi. Vous avez compris la différence? Parce que des fois, hein, bah, c'est un enfant de 13-14 ans, donc il va faire des choix, il va sûrement faire des erreurs. Mais il a au moins la stimulation d'exister par lui-même. Il a cette vocation à être indépendant. Parce que qu'est-ce qui va se passer l'inverse? Si vous le fracassez, bon, il va être gentil. Mais jusqu'à 30 ans, il va vous dire, maman, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je dois... Tu crois que je me marie ou pas? Je suis marié, combien d'enfants tu penses qu'on va avoir? Non mais je descends à pied ou je prends l'ascenseur? Non mais franchement,
Je vais en travailler en vélo ou en voiture? Maman, dis-moi, parce que toi tu... Mais oui, parce qu'il n'a jamais décidé, vous avez compris ce qui se passe? On l'a fracassé, on a fait de lui un mouton. Mais non, mais laisse-le exister. C'est ce que j'expliquais, je t'accompagne, je t'accompagne. Accompagner, ça veut dire, je te tiens la main, quand je vois que tu glisses, je t'explique que c'est du verglas. Voilà, voilà. Des fois c'est dangereux, ou des fois, il y a des enfants qui vont vous dire, laisse-moi sortir le soir. Bon, c'est ça, moi ça m'est arrivé. Une fois mes enfants m'ont dit, voilà, on a rendez-vous à la gare du Nord à 23h. Alors je lui ai dit, mais je t'ai pas acheté de gilet pare-balles, je sais pas comment tu vas. Et ils m'ont dit, ah mais t'es toujours contre nous, tu ne fais pas confiance, nanana. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit, écoute, c'est très simple. Moi je le fais par amour, hein. Je tiens à mes enfants, j'ai eu peur pour vous. Maintenant vous savez ce qu'on va faire? Il m'a dit non, on va juste inverser. Voilà, moi je suis le fils et toi t'es le père. Et je te dis papa, voilà papa, je pars à la gare du Nord, à 23h, on a rendez-vous avec des copains. Tu m'aimes, hein? Oui, bien sûr, tu me laisses partir ou pas? Il m'a dit, ah, d'accord. Ah, tiens raison. Ça veut dire qu'en fait, c'est quand on les met à notre place. Parce que nous, on est des gens responsables, mais eux, ils croient que, genre, on se moque d'eux, quoi. C'est l'inverse. Ça veut dire qu'ils ne se rendent pas compte du danger parce qu'ils ont tellement envie d'être là-bas. Ils ont des rendez-vous, ils ont honte de faire croire que, soi-disant, ils ont eu peur, des voyous à la gare du Nord. Vous avez tous ces petits complexes de jeunes hommes, quoi, en fait, qu'en fait, ils veulent absolument tenir tête. Donc, mais quand on les met à notre place, vous avez compris? C'est comme, vous avez vu, si vous faites les devoirs avec les enfants de vos voisins, vous savez comment ça se passe? Gentil. Mais quand vous faites les devoirs avec vos propres enfants, alors, khalas. Et s'il n'a pas compris, mais tu comprends rien. Mais combien de fois j'ai expliqué? Combien? Et là, on est tendu et les enfants ne comprennent pas non plus parce qu'ils disent, mais je comprends pas, mais quand tu fais avec mon petit voisin, tu t'es très gentil, avec moi, c'est la catastrophe. En fait, parce qu'on est responsable. Il faut expliquer à vos enfants qu'on est responsable d'eux. Donc, il y a une tension existentielle qui est présente, évidemment, sur nos enfants. Donc, on veut qu'ils réussissent, ils nous représentent quelque part aussi, il faut le dire, hein, c'est comme ça. Et donc, on veut que ça marche, vous avez compris? Et donc, on est tendu. Donc, si je n'explique pas que je m'excuse d'être tendu parce que je veux absolument que tu réussisses, les enfants ne comprennent pas. Vous avez compris? C'est pour ça. Et donc, hein? Oui, il faut lâcher, il faut faire confiance, oui. Vous l'expliquez? Oui. Il veut rentrer d'école seul. Oui. Il veut rentrer d'école seul. Il connaît le chemin, mais je n'arrive pas à le laisser rentrer seul. Voilà. Alors, il faut lui dire que, c'est vrai que tu es capable, seulement il peut arriver des choses, malheureusement, il y a des voyous, il y a des gens qui ne respectent pas les enfants, il y a des gens qui font du racket, il y a des gens qui font, il y a des... Voilà. Alors j'ai dit comme ça, c'est comme vous dites comme ça, je veux acheter un scooter. Ouais, que c'est que je veux acheter un scooter? Il dit, mais je sais conduire. Je dis, mais moi, il n'y a pas de problème. C'est pas de toi dont j'ai peur, c'est des voitures qui risquent de rentrer dedans. C'est pas de toi dont j'ai peur, j'ai confiance en toi, mais à 150%. Seulement, j'ai pas confiance aux autres. Ma question, elle n'est pas sur toi, ma question, on ne s'est pas compris, il faut lui expliquer, mais moi j'ai entièrement confiance en toi. Seulement, j'ai pas confiance en des voyous qui se trouvent dans la rue, les voitures, elles ne regardent pas les scooters qui passent, et puis il n'y a aucune protection autour, le type il se prend une voiture, c'est terminé. Donc c'est pas de toi dont j'ai peur. Alors je vais vous expliquer en 6e, à quelle heure il rentre? Non, je rigole, et combien de minutes? Non, c'était une blague. Non, mais la Gigi, si c'est la Gigi, ça va. Non, ce que je vous explique, on va pas s'attarder, mais simplement de vous expliquer. Il faut lui dire, j'ai confiance en toi, mais c'est j'ai pas confiance en l'environnement. C'est ça qui me fait peur. Et c'est important que tu respectes mes peurs parce que sinon je vais avoir mal au ventre. D'accord? Donc, il faut pas que tu aies honte de... Si vous pensez que c'est dangereux, hein, si vraiment c'est dangereux. Trop de raquettes. Alors, si il joue au tennis, votre fils? Non, s'il joue au tennis, vous lui dites qu'il y a du racket dans la rue. Non. Et il faut mettre des filets pour se protéger, c'est important. Des filets pour se protéger. Ouais. Il n'est pas tennis, votre fils, non? Tennis. Non? Non plus. Très bien. Mais vous avez compris, les midotes, ça se transmet, les midotes. Voilà ce que je vais vous expliquer. C'est d'un côté, il ne faut pas transmettre ses peurs. Il faut expliquer ses peurs.
Parce que si vous dites j'ai peur pour toi, j'ai peur pour machin, il dit soit il est docile, il va dire ah maman elle a peur, c'est que j'ai pas de compétences, donc elle a raison. Soit il va se rebeller parce qu'il a du caractère. Et il faut aussi lui expliquer, c'est pas de toi dont j'ai peur. Je sais que tu es capable de venir jusqu'à la maison, mais c'est l'environnement. Alors, si tu me rassures, si je suis rassuré que tout se passe bien, que tu es accompagné, super. Mais j'aurai toujours cette peur au ventre qu'il va t'arriver quoi que ce soit. Et par amour pour toi, je ne peux pas te permettre de faire ça. Après, c'est vous qui voyez, parce que soit vous avez gagné et vous avez fait que... Hein, soit vous n'avez pas forcément gagné, mais d'un côté, pour sa personnalité, ça vaut le coup qu'il rentre seul, aussi. Donc il faut à chaque fois sonder, c'est vrai. Il faut faire dans l'intérêt de l'enfant et pas dans l'intérêt de soi. Je voulais ajouter là, les Kinat Sofrim Tamberorma, c'est les seules jalousies qui Oui, ça c'est les mauvais. Alors dans chaque midot, en fait, vous allez comprendre que dans chaque midot, dans chaque qualité ou défaut, il y a toujours un avantage et un inconvénient. D'où on apprend ça. Vous avez vu que il y a un midrash qui dit que quand Ishmaël était assoiffé dans le désert, vous savez qu'un jour Sarah a dit à son mari, elle a dit chasse Agar et son enfant parce que je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi. Bon. Et quand il a su qu'Ishmaël avait mal tourné, etc., donc il a chassé cet enfant de peur qu'il influence Yitzhak. Et là-bas, on dit qu'Ishmaël était mourant. Et les anges sont venus voir Hachem, ils lui ont dit, j'espère que tu ne vas pas intervenir. Il dit pourquoi? Parce que voilà les enfants de Ishmaël, ils vont laisser mourir assoiffés les gens dans le désert lorsqu'on va sortir d'Égypte. Il y a 80 personnes, des Lévi'im, qui ont demandé à des Ishmaélim de leur donner à boire et à manger. Ils ont dit, bien sûr, on va vous donner à manger. Ils ont donné du poisson salé. Et après, ils ont donné des gourdes d'eau, mais elles étaient pleines d'air. Et ils sont morts comme ça. Et il dit, Maria, ce qu'ils vont faire ces enfants, tu vas pas leur donner, tu vas pas donner la vie à cet homme. Et Hachem lui a demandé, mais il est comment maintenant? Il dit, il est tzaddik. Il a dit, Enidan, je ne juge la personne, et là, Cheroucham, tel qu'il est maintenant. Je ne juge pas sur le futur. Maintenant, quelle était la discussion entre les anges et Hachem? C'était quoi on va dire, qu'est-ce qui articule la discussion? L'articulation. L'articulation, hein, c'est que eux, ils ont pensé, parce que j'ai pas compris un truc, je vous pose une question. Les anges ont dit, voilà ce qui va se passer pour les enfants de Ishmaël. J'ai dit, mais les enfants d'Ishmaël, c'est pas Ismaël. Ishmaël, il est très bien, ouais. Depuis quand il va mourir parce que ses petits-enfants, ils vont faire des bêtises? Ça vous paraît logique, vous? Dites non. Non, très bien. Donc je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont demandé. En fait, la réponse, c'est la suivante. Tu vois là-bas ce qui se passe là-bas, là, 1000 ans plus tard, hein, la cruauté, la méchanceté, en fait, elle est là potentiellement, chez Ishmaël. Et eux, ils ont voulu condamner la potentialité. Hachem, il dit, je ne juge pas la potentialité, je juge les faits. S'il a agi mal, je juge. S'il a agi, il n'a pas agi, je ne juge pas, je ne condamne pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais donc, pourquoi Hachem ne condamne pas la potentialité? Il peut changer, il peut s'améliorer. C'est vrai, vous avez raison. Mais je vais vous expliquer pourquoi on ne change pas la potentialité. Vous avez vu que quand Shaoul, il a raté la guerre qu'il devait faire contre Amalek, Shmuel Hanavi, il est venu voir Shaoul en disant, écoute, c'est fini, tu ne seras plus roi d'Israël. On va nommer quelqu'un d'autre à ta place. Et Hachem a demandé à Shmuel Hanavi d'aller oindre le futur roi d'Israël qui se trouve parmi les enfants de Ishaï. Bon, ok, donc Shmuel Hanavi, il part voir Ishaï. Il dit bonjour, voilà, je me présente, Shmuel Hanavi, enchanté. Je viens pour oindre le futur roi d'Israël parmi tes enfants. Il dit où sont tes enfants? Il dit voilà, ils sont là. Il a dit non, alors il a regardé là, il a dit non, c'est pas toi, c'est pas lui, non, c'est pas lui, c'est pas l'autre, c'est pas lui. Il dit mais je comprends, t'as pas d'autres enfants? Il dit si, ouais, j'en ai un autre, bien sûr. Ouais. Il est hébergé là-bas, David Améler. Donc il va voir David Améler. Il dit mais c'est lui le roi d'Israël. Mais David Améler était roux. Et roux comme ça. Il a dit mais je vais quand même pas oindre un futur roi d'Israël criminel. Il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Hachem? Il lui a dit tu peux le oindre. Parce que la violence qu'il exprime, il va l'utiliser en faveur des tribunaux. Ça veut dire que le côté sanguinaire de, comment il s'appelle, de David Améler, tu dis mais qu'est-ce qu'il va devenir ce garçon? Un petit voyou? En fait, il va utiliser cette violence au service de la Torah et d'Hachem. Ça veut dire qu'on ne peut pas juger les gens sur une potentialité. On juge sur des faits. Si cette violence, elle est mal utilisée, comme ici, ils ont massacré la ville de Shrem, ah, je comprends. Ils étaient sanguinaires, ils étaient violents, cette violence. Mais des fois, il y a des gens qui ont du caractère. On a besoin de ces gens-là.
pour nous défendre. Ils vont être des grands avocats, ou ils vont aller voir le président de la République, où ils ont peur de rien. On a besoin. Ils vont dire pilote de chasse, ils vont faire la guerre, ils vont être des soldats. On a besoin de ces gens-là. Seulement, ça dépend comment tu utilises l'orientation que tu donnes à ça. Ça peut être vu comme un défaut, où il y a des enfants à l'école, ouais, on n'arrive pas à les tenir. Ouais, les profs, ils deviennent fous et ils sont hyper actifs. Bon, et ils passent leur scolarité dans le couloir de la classe, de l'école. Ouais, toute la scolarité. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas les gérer. Ouais, ce sont des Algériens. Non, je rigole. Non, je rigole. Et donc, on ne sait pas les gérer. Et donc, en fait... Non, je rigole. En fait, ce sont des Djerbiens. Ils gèrent bien, là. Des Djerbiens, ils gèrent bien. Ils gèrent bien. Maintenant... Il ne faut pas confondre avec les Marocains. Hein. Non, je rigole. Mais non. Et donc on ne sait pas quoi faire avec, on les met dans le couloir. Bah, les pauvres enfants. Mais ça veut dire qu'on ne sait pas gérer des caractères. Mais c'est des gens qui vont avoir un dynamisme dans leur vie qui va être fantastique. Ils vont faire 10 choses à la fois. Hein. Donc on dit, mais ouais, mais il nous dérange, Ou alors il y a des enfants qui comprennent très vite, ils s'ennuient. Donc ils dérangent. Ce sont des génies et on croit que c'est des abrutis. C'est pas vrai. Donc ça veut dire, et même des fous, exactement. Des fous. Et donc c'est ça, hein. Et donc en fait on ne sait pas juger. On croit que l'attitude est représentative d'un défaut. C'est l'orientation que tu donnes qui compte. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pour ça qu'on ne juge pas la potentialité des personnes. Ça dépend. Hachem il dit, mais comment il est maintenant? Il a dit, je ne juge pas la potentialité. Parce que la violence exprimée, elle peut s'exprimer dans le bien. Et plutôt que dans le mal. C'est-à-dire qu'on a tous des potentialités. Le problème, c'est qu'est-ce que fait le Yetzer Hara de ça? Vous avez compris? Voilà. Est-ce que je vais utiliser, par exemple, Esav, il a des pouvoirs. Eh bien, il va les utiliser pour lui. Comme, je ne sais pas, vous allez voir que des grands mécréants de l'histoire, ce sont des génies. Je ne sais pas, moi, et ils ont un caractère, ils ont une force d'intelligence, ils ont des... Mais c'est dommage de les avoir utilisés pour soi et pas au service de la nation. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on t'a donné des midotes. Seulement, qu'est-ce que tu fais avec? Tu as des qualités, tu as des défauts. Le défaut n'existe pas, c'est l'usage que j'en fais qui est grave. C'est pour ça qu'il n'a pas jugé Hachem la potentialité de la personne. C'est pour ça qu'il a dit à Ishmuel la Navi, tu peux le oindre parce que ce côté sanguinaire qu'il a, il va l'utiliser au service des tribunaux. Quand il va falloir faire la guerre, il va être le premier à descendre au front. Ça veut dire que mais pas de brutaliser des gens, jamais de sa vie. Vous avez compris? Voilà. Il va l'utiliser dans... C'est comme des gens qui font des arts martiaux. C'est soit pour casser la figure à son voisin, soit pour se défendre. Voilà. Donc ça dépend. Qu'est-ce que tu fais d'une arme? Tu vas tuer ou tu vas te défendre, etc. C'est pareil. Ça veut dire que quel usage tu vas faire de toi? C'est ça qui est important. Donc le mal n'existe pas. C'est simplement de comprendre qu'est-ce que je fais de ce que je suis. C'est tout. Voilà. Et on voit ici que en fait, c'est pour ça que je vous explique que Korach, il a hérité de la violence, en fait, de Lévi. Seulement, il aurait pu l'utiliser pour avoir du caractère, pour servir Hachem. Et là, c'est au détriment d'Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et cette lecture, il faut la voir, hein, un petit peu comme je vous avais expliqué pour les Méraglim. Les Méraglim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer en Israël, ils vont revenir en disant, en prétextant que c'est une terre où Khalet Yoshvéa. Vous savez quoi? Les types, ils enterraient des morts tous les jours. Il y avait des morts tous les jours. Mais j'ai pas compris. Bah oui, je te dis franchement, c'est une catastrophe. Il doit y avoir des épidémies là-bas, je sais pas comment on va survivre là-bas, c'est impossible. Et en fait, il y a deux lectures. Il y a soit tu dis, bah grâce à Dieu, on n'a pas été dérangé. On a pu explorer la terre, mais il n'y a pas un jour où on a été dérangé par les gens qui habitaient là-bas. La voie était libre. Pourquoi? Parce qu'ils enterraient leurs morts. Ils étaient occupés. Et on n'a pas été dérangé. Pourquoi tu as eu la lecture? Au lieu de dire Baruch Hashem, ils ont enterré des morts, ça nous a permis d'explorer la terre sans être dérangés. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, mais c'est quoi cette histoire c'est quoi ce pays-là? En fait, Hachem, il t'a fait une tova, et tu renvoies l'image de la tova contre lui. Vous avez compris? Alors qu'en vérité, tu aurais dû... Mais ça dépend de quoi, à votre avis? Pourquoi tu regardes comme ça et pas comme ça? Ben, ça dépend des midotes. Ça dépend pourquoi tu parles. Quelles étaient tes intentions au départ? Vous avez compris? De quoi tu es fait? Voilà. Si tu es fait de mal, tu verras du mal. Si tu es fait de bien, tu verras du bien. Mais même quand tu es fait de mal, entre guillemets, tu peux l'utiliser pour le bien. C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. Et ça, c'est important que vous compreniez ça. Parce que la façon de le vivre, c'est ce qu'on fait hériter à nos enfants. Vous savez, il y a un passage dans Parashat Nitzavim. C'est marqué là-bas, hein,
que s'il y a des gens qui vont se détourner de la Torah, ils vont faire ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il y a marqué peine, pas le peine, il y a marqué peine. Peine, yesh bachem, peut-être qu'il y a en vous, shoresh, une racine, porée, qui fleurit, roche velahana, roche, c'est du poison, et lahana, c'est de l'absinthe. Peut-être il y a parmi vous, et c'est pour ça que vous êtes détourné de la Torah et vous avez fait de l'idolâtrie. Deux herbes qui De sont peur. très amères. Très amère, voilà, exactement. Comme la mer Méditerranée, comme... vous avez raison, donc c'est ça. Mais non, mais ça veut dire que le shoresh, la racine c'est nos défauts. C'est ça qui nous pousse à agir. Maintenant, si vous avez eu l'occasion de regarder le Ramban, Nachmanide, il dit là-bas que le shoresh, c'est qui le shoresh? La racine, c'est qui? Le shoresh, c'est le père. Et la mère aussi, non? Non, le père, il dit le Hav. C'est le père, pas la mère. C'est marqué le père. C'est le père qui transmet ses défauts, en fait. Et poré roche, c'est quoi poré? C'est qui fleurit. Ça veut dire que le père, s'il a des défauts, chez l'enfant, ça va fleurir. Ça va être encore plus grave. Ça va? Et ça, il dit que ça vient du père. J'ai même le Ben Ezra, il dit pareil. Ça explique quoi? Il est marqué Korach, Ben Ishar, Ben Kehat, Ben Evi. Où sont les mères? Il n'y a pas. Il n'y a pas. La mère, elle transmet le judaïsme, elle transmet les bonnes midotes. D'accord. Et le père, il peut transmettre les bonnes et les mauvaises. Vous avez vu qu'on descend d'Abraham, il sera Yaakov, les avantages, mais aussi on peut descendre. Le père transmet les mauvaises midotes. C'est incroyable, c'est ce qu'il dit. Un poresh, c'est-à-dire que les hommes, plus que les femmes, je pense qu'ils doivent travailler sur eux-mêmes. Ouais, parce qu'on transmet ça à nos enfants. Il y a un travail spécifique à faire. C'est ce que dit le Ramban Nachmanide. Poresh, c'est pour ça, hein, ça peut expliquer quelque chose qui est très difficile à comprendre. C'est marqué dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que Moshe, il a dit à Korach et à l'assemblée, et à Datan d'Aviram, il dit comme ça, vous allez prendre des encensoirs. Kohen Gadol, ouais, donc vous allez mettre des encens dessus, etc., comme le Kohen Gadol. Si vous êtes Kohen Gadol, c'est que j'ai dit des mensonges et toute la Torah que j'ai inventée, tout ce que je vous dis était inventé. Et si la terre est sourde et elle vous avale, c'est que j'avais raison et j'étais un envoyé d'Hachem. Et la terre s'ouvre, ils ont tous été avalés. Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué taper, il y a marqué les femmes, les hommes, les femmes, les enfants, les tinoks. Tinoks, c'est les bébés. Et Rachid dit, regarde comme elle est dure la marloquette. Que même les Yon Keshadaï, même des enfants qui allaitaient, ils sont morts. Maintenant, la question qui est posée, c'est de savoir, hein, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? Hein? Ils sont bébés. Ils seront peut-être influents plus tard. Mais pourquoi le bébé, il est mort? Alors il explique comme ça. Le Rav Chaim Shmulevitz, le Rav de Mir, il a expliqué que si déjà Datan Vavira, Korach et l'Assemblée, ils étaient pervers, hein, et que ça grossit chez les enfants, alors imaginez-vous les enfants. Alors Hachem, il a préféré qu'il meure Zakai, innocent, qu'il meure Hayav. Ça veut dire que tellement ce principe, il est fort, que c'est des fois incontournable. Ça veut dire qu'ils vont arriver à un niveau tel que ça va fleurir en eux, et ça sera plus possible de changer. Ça va? C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'ils ne vivent pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si il y avait un chesed d'Hachem. Un petit peu comme dans l'histoire des pyramides. Vous avez vu que, qu'est-ce que faisaient les nazis, les Égyptiens, ils mettaient des enfants à la place des pierres. Et là-bas, Moshe, il a vu ça, il a voulu les sauver. Il dit non, ne touche pas. Il a dit non, mais. Alors, il a dit, bah, prends un, tu verras. Et il a pris Micha. Et à cause de lui, il y a eu des catastrophes. Parce que quelque part, Hachem, il sait ce qu'il fait. Ça veut dire que si la personne, soit elle est très très grande sadique, elle n'a pas vécu parce qu'elle a réalisé sa vie au bout de quelques jours, soit c'est que ça aurait été pire pour lui, il valait mieux pas. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il y a les deux sens, dans les deux sens. À cause des midotes qui se transmettent, ils peuvent être porcs et roches. C'est-à-dire que ça fleurit, le poison il fleurit chez l'enfant. Et donc autant c'est vrai dans le mal, autant c'est a fortiori vrai dans le tov. C'est-à-dire que les midotes tovot que vous transmettez à vos enfants, elles vont fleurir chez eux, elles vont être encore plus belles chez eux que le contraire. Chazak ou Baruch. Excusez-moi.